Et c'est donc Sophie Lefay qui prend la parole. Alors, je ne la connaissais pas, mais c'est son livre sur l'éloquence des pierres qui m'avait arrêté quand il a été publié il y a quelques années, en 2015. L'éloquence des pierres, usage littéraire de l'inscription au XVIIIe siècle, qui me paraissait un livre tout à fait original et intéressant. Et bon, j'avais envie de faire sa connaissance. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. On va descendre, alors ce qui sera mieux pour les... Si vous avez des images. Il y en a peu. Mais tout de même, moi je serais mieux en bas. Je vais vous parler donc de la littérature hors les livres. Et je souhaite d'abord, monsieur le professeur, vous exprimer ma très vive gratitude pour votre invitation. Et cela d'autant plus que le sujet de mon travail a pu paraître peu identifiable, suspect d'impureté disciplinaire ou d'indécision méthodologique. L'inscription, en effet, semble a priori étrangère à la littérature. Elle a des vocations votives, administratives, juridiques, politiques. Elle s'accomplit d'autre part à l'occasion de textes qui ne sont pas autonomes, qui ne se comprennent que par référence au support sur lequel ils ont été apposés. Et les inscriptions nous invitent, contrairement à ce que nous dictent nos réflexes de lecteurs littéraires, à considérer d'abord la matérialité de l'écriture dans sa dimension la plus concrète. Je vais indiquer quelques-unes des pistes que je retiens a posteriori de mon ouvrage, sans en résumer le propos. J'ai été amenée à m'intéresser à cette littérature particulière, c'est-à-dire aux inscriptions comme forme d'écriture localisée, à travers des recherches antérieures qui avaient porté sur les rapports de l'art des jardins avec la littérature au XVIIIe siècle. Et dans un jardin pittoresque, à partir donc de 1760 ou 1770, la présence d'inscriptions est non seulement fréquente, mais même indispensable, comme on le voit par exemple sur cette image d'un catalogue qui date de 1802 et qui prévoit de façon impérative, effectivement, la présence d'inscriptions. Dans le même esprit, l'un des théoriciens des jardins en vient à fournir des listes de plusieurs pages d'inscriptions possibles, dont des propriétaires en mal d'inspiration peuvent éventuellement se saisir pour agrémenter les différents sites de leur parc. Au-delà de l'effet de mode, qui n'est pas négligeable parce qu'il transforme un texte en élément de décor, il existe des circulations d'inscriptions tout à fait remarquables, dont je donnerai un exemple à titre de préambule, parce qu'il a constitué pour moi un point de départ. Dans le parc de Morfontaine, ou Mortefontaine, au nord de Paris, un opulent fermier général des années 1780 fait graver, comme vous arrivez peut-être à le lire, sur un rocher un vers de l'abbé Delille, issu du poème des Jardins récemment paru, « Sa masse indestructible a fatigué le temps ». La présence de ces quelques mots sert en quelque sorte de sous-titre à l'espace parcouru, offre une illustration du poème comme s'il fallait en garantir la vérité et assure au livre de Delille une publicité incontestable. Ce livre, du reste, évoquera en retour pour ses lecteurs ultérieurs un site bientôt popularisé par de nombreuses gravures. Quelques années plus tard, le même vers est repris dans un autre jardin célèbre, la Garenne-les-Meaux. Voilà, j'ai une image également près de Nantes, où se trouve par conséquent cité à la fois Delille et le jardin de Morfontaine. Nouvel avatar, alors qu'il visite les pyramides d'Égypte, le romancier Potocki, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, demande à ses guides un ciseau pour graver à son tour à l'entrée d'une des pyramides leur masse, cette fois et non pas sa masse, leur masse indestructible a fatigué le temps. Le vers prend donc un sens nouveau en Égypte, parce qu'il se charge de toutes les significations dont il a été investi au cours des années précédentes, et en outre, sa valeur s'infléchit puisqu'il s'applique cette fois à une pyramide. Le fait qu'il s'agisse d'une pyramide doit retenir notre attention, parce que l'objet fait alors dialoguer la formule avec deux très célèbres vers d'Horace dans les Odes,
Exegi monumentum aere perennius, on connaît souvent le premier vers, mais le second est intéressant, enfin le suivant, regalique situ pyramidum altius, j'ai construit donc par mon œuvre un monument plus pérenne que les reins, plus haut que les pyramides royales. Ce passage affirme cependant, à rebours, qu'il faut chercher la pérennité du côté des monuments écrits et non plus des pierres, qu'elles aient été disposées par l'homme ou par la nature. Il se trouve que ces vers d'Horace, avec cette fameuse pyramide, font l'objet, à propos des inscriptions auxquelles je me suis intéressée, de références constantes. Un seul exemple, Pierre-Jean Mariette, collectionneur éminent et amateur de pierres gravées, donc d'inscriptions, publie en 1750 un recueil des pierres gravées du cabinet du roi, dont l'un des volumes présente le frontispice suivant. On y voit le temps lui-même attaquer la pierre avec une faux et faire sombrer dans l'oubli ce que les monuments n'ont pas pu préserver. Le cabinet du roi, puis le livre lui-même, en sont finalement les meilleurs garants. Cet exemple que j'ai développé me permet d'attirer votre attention vers quelques-unes des directions dans lesquelles j'ai engagé mon travail. Il indique d'abord que le promeneur, s'il a quitté l'univers des paroles imprimées dans les livres, ne se meut pas dans une nature silencieuse, étrangère à toute pensée, mais dans un lieu, quand il s'agit des jardins, où se manifeste largement l'expression du sens. Pour que la nature soit texte, il suffit parfois, de façon extrêmement littérale, que des inscriptions viennent le révéler en assumant ce rôle de commentaire. Cet exemple montre d'autre part, avec le vers de Delille notamment, à quel point les inscriptions sont liées à l'univers des livres auxquels elles paraissent pourtant destinées à échapper. L'épigraphe, comme vous l'écrivez, est la citation par excellence, la quintessence de la citation, celle qui est gravée dans la pierre pour l'éternité, je referme la citation, et ces inscriptions, avec Horace et même avec Delille, nous ramènent au cœur des textes qui sont perçus comme les plus purement littéraires et dont la présence, même sous forme de traces, garantit l'idée d'un univers unifié par une culture partagée et par des codes de sensibilité communs. Cet exemple pose encore la question de la mémoire et de la concurrence des mémoires. La formule de Delille affirme que les monuments de la nature, les rochers, traversent les époques et nous font prendre conscience de l'épaisseur des temps. Celle d'Horace, avec laquelle elle entre en dialogue à la fois implicite et inévitable, notamment grâce à Potocki, nous conduit à nous demander sous quelle forme il convient de conserver cette mémoire. L'éloquence des pierres ne menace-t-elle pas ruine un jour? Et quels sont sur ce plan les rapports de l'inscription et du livre? Cet exemple nous invite enfin à nous demander de quelle discipline de rattachement les inscriptions relèvent, en deçà de la littérature ou à côté d'elle. Ne sont-elles pas seulement l'affaire de ceux qu'on appelle au XVIIIe siècle des antiquaires? Cet exemple, que j'ai donc emprunté au jardin, me conduit ainsi à vous parler en premier lieu du caractère très hétérogène des corpus que j'ai retenus, qui eux-mêmes seront l'occasion de mentionner un certain nombre de questions de périodisation. Il m'amènera à évoquer, dans un deuxième temps, un certain nombre d'éléments qui ont trait au façonnage rhétorique de l'inscription et à terminer par quelques mots relatifs à la mémoire, précisément, que les inscriptions sont supposées préserver. Que recouvre donc ce vaste domaine des inscriptions? Existe-t-il des points communs entre le rocher de Morfontaine et les pierres gravées du cabinet du roi? On pourrait trouver encore plus de disparates si l'on citait les vers écrits sur le collier d'une petite chienne et les lettres d'or gravées effectivement sur le tombeau d'un grand. J'ai souhaité, dans ce travail, réunir sous un même signe des écritures extrêmement variées, dont le point commun est d'échapper au livre. Les corpus que j'ai donc tâché d'examiner étaient très hétérogènes, même si plusieurs ensembles se dégageaient. Les discours spécialisés sur les monuments urbains et les sépultures, sur les jardins et la peinture, la prose savante, archéologie et histoire, les récits de voyage, un certain nombre de pièces de théâtre pour des raisons particulières, en raison des écriteaux,
un certain nombre d'œuvres poétiques, bien sûr, et puis des ouvrages de réflexion relatifs à la langue. Restent évidemment des ensembles moins définis que j'ai explorés de façon aléatoire, des romans et des mémoires, pour lesquels l'exhaustivité est un leurre. Et si concernant des points techniques, les discours sur les monuments ou les réflexions sur la langue, je pense avoir pris en compte l'essentiel du propos, il n'en subsiste pas moins des lacunes, bien sûr, et des différences très profondes de statut et de dignité pour ces différents énoncés. Ce qui m'avait paru pouvoir subsumer une telle hétérogénéité résidait non pas dans les corpus, mais dans un certain nombre de fonctions communes que j'ai assignées à ces inscriptions et qui m'ont amené à traiter des valeurs respectivement sémantiques, pragmatiques et mémorielles de l'inscription. Je ne m'attarde pas sur ce point. D'autres possibilités de classement étaient possibles. Certaines inscriptions sont inventées et font l'objet de suggestions. D'autres sont des inscriptions anciennes, plus ou moins, et appellent le déchiffrement. Dans un cas, on les écrit, dans l'autre, on les lit, ou on s'efforce en tout cas de les lire. Celles qu'on recueille appartiennent au passé, elles sont rédigées dans des langues anciennes. Celles qu'on compose regardent le présent, souvent l'avenir, et l'on souhaite de plus en plus fréquemment recourir au français. Il m'est apparu néanmoins que la vogue de l'inscription comme pratique d'écriture n'était pas séparable des efforts qui sont engagés à la même époque pour déchiffrer celles que collectent voyageurs et antiquaires. Et c'est notamment ce que montrent de grandes figures comme celle du comte de Caylus ou comme celle de l'abbé Barthélemy, qui sont à la fois épigraphistes, si l'on peut dire, et auteurs de fiction littéraire, mais chez lesquels le motif de l'inscription établit entre les deux pans de leurs œuvres une incontestable continuité. Une autre distinction aurait pu, enfin, me conduire à distinguer les écritures officielles, celles qu'on fait figurer sur les statues et les monuments publics, des inscriptions qu'on pourrait qualifier de sauvages et qui contestent le pouvoir. Mais on l'a vu avec l'exemple de Potocki, on peut avoir du graffiti un sentiment légèrement variable, et d'autres que lui inscrivent leur nom sur les édifices antiques qui nous semblent les plus vénérables aujourd'hui pour, écrit notamment vivant de nom, monumenter leur nom. En outre, le fait que la solennité des inscriptions publiques fasse, tout au long de la période à laquelle je me suis intéressée, l'objet de contestations de plus en plus vives, fragilise la distinction, me semble-t-il, entre inscription officielle et inscription privée. Ce qui m'a conduite également à renoncer à ces partages tient à la période que j'ai prise en compte et qui relève d'un long XVIIIe siècle. Une des premières escarmouches qui donnera lieu à la querelle des anciens et des modernes se produit dans les années 1670. Elle est parfois désignée du nom de querelle des inscriptions, le débat étant relatif à la langue dans laquelle il est opportun de rédiger les inscriptions destinées aux monuments publics, français ou latin. Cette question a été notamment traitée dans un ouvrage qui m'a été très précieux à bien des égards, celui de Pierre Laurence et de Florence Villemier-Laurence, qui est paru en 2010 et qui est intitulé « L'âge de l'inscription, la rhétorique du monument du XVe au XVIIe siècle ». C'est la clôture de ce débat à la fin des années 1680 que je prends comme point de départ. Je fais donc commencer mon enquête, grosso modo, au refus des inscriptions latines pour la refermer au seuil d'un âge nouveau qui pourrait correspondre finalement au déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Ces deux bornes ne sont pas simplement des commodités pour l'exposé. Tout au long de la période, il me semble qu'une exigence de clarté, de lisibilité et même de littéralité se fait de plus en plus impérieuse, ne serait-ce qu'à travers l'affirmation du français. Dans un autre ouvrage qui s'intéresse à cette question, mais qui était encore sous presse quand j'ai remis mon manuscrit à l'éditeur, qui s'intitule « Ceci est un bœuf, la querelle des inscriptions dans la peinture », ouvrage d'Emmanuel Hénin paru en 2014, et donc des analyses duquel je n'ai pas pu bénéficier. Emmanuel Hénin, donc l'auteur, évoque elle aussi le passage de l'inscription obscure et aristocratique
à l'inscription claire et démocratique. Une telle clarté démocratique triomphe avec les inscriptions révolutionnaires, non pas parce que la Révolution représenterait un âge démocratique, mais parce que les inscriptions atteignent à cette période un degré de littéralité absolument inédit. Elles paraphrasent de façon extrêmement redondante les monuments ou les sites sur lesquels on les grave, et de ce point de vue, on ne peut que constater un changement d'âge que manifeste aussi la régression de la mode des emblèmes ou de tous les discours qui ont trait à l'allégorie, qui se trouvent soit condamnés, soit considérablement simplifiés, alors qu'elle imposait à son destinataire un déchiffrement ingénieux. Elle est ici simplement pure redondance. L'énigme de l'inscription a mauvaise presse, et cela au point que les hiéroglyphes, autres formes d'inscription, passent eux-mêmes pour un langage chiffré que des prêtres jaloux de leur pouvoir s'étaient efforcés en des temps immémoriaux de rendre inaccessible au vulgaire. Hermétisme est donc devenu synonyme d'imposture. En outre, la lisibilité de l'inscription trouve son pendant dans sa visibilité. On a affaire à un intéressant exemple d'écriture visuelle pour l'œil que je me suis efforcée de mettre en relation avec les interrogations très abondantes au XVIIIe siècle sur l'origine des langues, notamment dans leurs affinités avec le dessin. Et de ce point de vue, j'ai pu adapter et transposer les analyses d'un livre déjà ancien de Jack Goody, La raison graphique, qui a été pour moi très suggestif, comme l'ont été aussi des réflexions de John Sparrow, d'Armando Petrucci ou de Michel Butor, qui évoquent, à côté et qui analysent, à côté de textes qui se lisent du début à la fin selon un ordre successif, un autre type de textes qui obéissent à une logique idéographique. Une telle revendication de transparence va enfin de pair avec une exigence de vérité qui se fait d'autant plus impérieuse qu'il existe une sorte d'effet inscription, puisque les mots gravés dans la pierre, apposés dans l'espace public, solennisent par le fait même d'être inscrits, d'être gravés, d'être creusés au burin, les énoncés offerts à la lecture. Les inscriptions semblent avoir par nature presque moins un effet de texte qu'un statut de témoignage, d'où effectivement le refus des épitaphes des grands qu'on juge d'autant plus outrancière et scandaleuse qu'il existe un effet vérité de l'inscription. J'ai donc le sentiment que le sens que je dégage de la période et qui tend à la simplicité sur tous les plans non seulement compense, mais même justifie l'hétérogénéité du corpus retenu. J'en reviens à mon premier exemple, un vers de Delille gravé sur un rocher qui, à sa façon, exprime lui aussi cet idéal de simplicité sur un plan cette fois stylistique. Non seulement le très long poème de Delille en 4 chants se trouve réduit à un vers unique, mais son isolement met encore en valeur la frappe régulière et le caractère épuré de l'alexandrin. Par là, la simplicité est également un idéal rhétorique et stylistique qui croise une condamnation plus générale au XVIIIe siècle de l'abus des mots. On voudrait que ce soit les faits eux-mêmes ou les objets qui parlent. S'engage à ce sujet une réflexion sur la langue, sur son expressivité, sur son génie, comme l'écrit Voltaire, c'est-à-dire, écrit-il, son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce que les autres langues expriment moins heureusement. Je referme la formule. Comment rédiger en français une belle inscription ? C'est du reste l'une des tâches de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Qu'apporte l'inscription à la conscience linguistique que l'on peut avoir du français ? On peut parler au sens propre de style lapidaire ou encore de laconisme, qui, comme on sait, trouve son origine en Laconie et se voit donc en rapport avec l'esprit de retenue et d'économie spartiate, modèle à la fois rhétorique et moral. L'inscription, qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera brève, relève d'une forme d'expression à la fois minimale et sublime qui tend vers une concentration extrême du sens. Néanmoins, ces inscriptions sont partout. Diderot, dans une lettre à Falconet, parle ainsi de la belle manie des inscriptions.
Et leur prolifération semble finalement aller à l'encontre de l'impératif de sobriété et de modération qui commande leur rédaction. On le voit notamment pendant la période révolutionnaire, où les inscriptions se multiplient dans l'espace public, notamment pour affirmer la présence de la loi. Certains projets de l'architecte Boulet le montrent bien. On voit qu'ici, la parole elle-même constitue le monument avec toute une série de textes gravés sur ce projet de palais national. De cette façon, la paradoxale abondance de ces inscriptions éclaire la tentation, qui ne saurait jamais parfaitement aboutir, d'un langage réduit à l'essentiel, mais dans les faits condamné à la prolixité. Il existe un autre exemple d'avantage littéraire de cette contradiction. Il est fourni par Rétif de la Bretonne. Et à la lumière des inscriptions, il me semble que l'un des plus étranges écrivains du XVIIIe siècle révèle une partie des tensions qui animent son œuvre. Comme vous le savez, Rétif recouvre les parapets de l'île Saint-Louis de signes gravés, difficilement déchiffrables. Il s'agit pour lui systématiquement de commémorer ou de préparer la commémoration d'un événement, d'un jour remarquable, d'une rencontre. Ces griffonnages, qu'il pourra retrouver lors de ses déambulations ultérieures, l'auteur les désigne du nom d'inscription, mais aussi du nom de date ou du nom de signe mémoratif, c'est-à-dire autant de dénominations qui témoignent bien d'une délégation de mémoire à l'espace urbain. Ces inscriptions, pour lui, sont sans doute une expérimentation qui, par son caractère radical, pourrait s'offrir telle une forme d'écriture idéale et définitive. Rétif cherche la formule qui lui permettra d'arrêter un jour d'écrire. Mais inquiet du devenir de ces marques, Rétif les transcrit finalement dans un livre étrange qui s'appelle « Mes inscriptions », qui est à la fois un dictionnaire et un dictionnaire explicatif des traces graphiques qu'il a laissées à l'occasion de ses promenades, et une sorte de répertoire de ces inscriptions. Il a transformé la ville en grimoire, mais finalement, il ne cesse pas d'écrire et il retourne au livre. Comment donc, dernier point très rapide, conserver la mémoire? Par les livres ou par les pierres? Comment transmettre non seulement celles dont on a hérité, mais aussi celles qu'on veut léguer aux temps à venir? Certes, les monuments tombent en ruine, comme l'affirmait déjà Horace, mais une menace nouvelle et finalement inattendue pèse aussi sur l'imprimé. Il y a trop de livres. Bien que la période soit celle, on le sait, de l'exaltation des progrès que permet d'accomplir la lecture, elle voit naître aussi le sentiment d'une prolifération absolument incontrôlable des livres imprimés qui constitue en matière de mémoire une menace paradoxale mais bien réelle. La mémoire des grands faits, des grandes pensées risque d'être noyée dans cette abondance. On sait que l'abbé Dinoir publie en 1771 Un art de se taire. Marmontel rapporte de son côté l'anecdote suivante. On a calculé dans les années 1770, on a calculé qu'à lire 14 heures par jour, il faudrait 800 ans pour épuiser ce que la bibliothèque du roi contient seulement sur l'histoire. De là naissent toutes sortes de projets, terrifiants pour certains d'entre eux. Mercier propose d'immoler, le terme immoler est celui qu'il emploie, la majorité des livres. D'autres projets sont un peu inattendus. C'est le cas de celui que propose Sylvain Maréchal, qui se plaint lui aussi de la prolixité asphyxiante des historiens et qui propose la construction d'une sorte de palais de l'histoire où seraient gravées les grandes dates historiques. Mais finalement, dans l'impossibilité de voir la réalisation de ce projet, il se résout en 1800 à publier une histoire universelle en style lapidaire, dont j'ai reproduit la première page, enfin si on peut dire, parce que c'est plutôt une plaque. Et vous le voyez, la particularité de l'ouvrage en question est d'associer le format du livre, qui du reste n'est pas paginé, à celui de l'inscription gravée. Il existe donc toutes sortes de formules mixtes qui manifestent les liens complexes que l'inscription entretient avec l'univers de l'imprimé.
Parmi de nombreuses suggestions, on peut noter que certaines d'entre elles relèvent parfois de l'initiative des imprimeurs. Didot, à l'occasion d'une série qui s'appelle Les Éditions du Louvre, dans les toutes premières années du XIXe siècle, fait de ses ouvrages, et notamment de ses pages de titres, de véritables monuments, avec une typographie à l'ancienne, qui imite l'épigraphie ancienne. On le voit aussi sur un tout autre plan, avec la pratique de l'épigraphe, qui tend à se répandre, alors que le mot épigraphe lui-même hésite encore au XVIIIe siècle entre son sens ancien d'inscription et son sens moderne que nous lui connaissons toujours. Sur le plan de l'histoire littéraire, puisque tel est l'objet de ce colloque, l'apport des inscriptions me paraît être de justifier, à sa façon qui est modeste, une périodisation qui conduit des dernières années du XVIIe siècle jusqu'au seuil du XIXe siècle, en manifestant sur différents plans une exigence nouvelle mais très affirmée de transparence, de lisibilité et de littéralité. Elles éclairent d'autre part un moment de l'histoire de la langue, quand les inscriptions publiques passent du latin au français, ce qui encourage une réflexion sur l'expressivité et les pouvoirs spécifiques du français. Elles interrogent, sans fournir de réponse, l'objet livre lui-même, avec lequel elles entretiennent des relations de solidarité incontestables, mais une solidarité parfois paradoxale et conflictuelle. Il me semble aussi, puisque tel était l'objet de cette réflexion, revenir sur ce qu'on a pu écrire, qu'elle pourrait justifier de nouvelles approches plus approfondies pour chacun des domaines, théâtre, poésie notamment, approche dont j'ai voulu, dans un premier temps, seulement esquisser les contours. Je vous remercie. Qui montre bien l'élargissement du champ littéraire dans la période récente, un travail sur l'inscription. Bon, c'était très intéressant de voir le départ avec l'art du jardin. Et le jardin est aussi un livre, est conçu comme un livre avec et comme une mémoire. Donc il y a cette relation avec les arts de la mémoire qui est là. Bon, évidemment, ça nous ramène à beaucoup de choses sur la Renaissance. On a envie de vous interroger sur les inscriptions des poutres de Montaigne, évoquées avec les travaux d'Alain Legros, puisqu'on en a de plus en plus de ces inscriptions. Donc je voudrais bien vous entendre un petit peu parler de cela, puisqu'il y a ce rapport avec les inscriptions, alors principalement latines et accessoirement grecques. Moi, j'ai beaucoup de questions. J'aimerais bien aussi vous entendre sur le fait que la ville est elle-même de plus en plus couverte d'inscriptions, la ville du XVIIIe siècle, qui sont des inscriptions de l'ordre des affiches, des réclames. Donc, quand on voit les représentations dans les estampes de la ville est, dès le XVIIIe siècle, couverte d'écriture, est un livre. Enfin, ça fait déjà quelques questions, mais vous voyez que c'est un sujet... Enfin, j'avais été très intéressé, quand j'avais vu la publication de votre livre, par cet élargissement, vraiment, des questions que se posaient les littéraires. Je vous remercie. Je pense que je vais passer... Appuyez là-dessus. Voilà, je pense que je vais répondre brièvement, et pour cause, à la première question que vous m'avez posée relativement à Montaigne. Simplement, l'inscription ici entretient peut-être un rapport, une communauté, une affinité avec les inscriptions qu'on trouve dans les édifices des communautés religieuses. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est possible, cela ? Dans une salle de monastère, dans un réfectoire. Oui. L'espace est couvert effectivement d'inscriptions, et je me demande si ça n'est pas de ce côté-là
qu'il faudrait chercher peut-être une explication des inscriptions de la librairie de Montaigne. Mais enfin, vous avez probablement d'autres Je voudrais entendre Olivier Guéry à ce sujet. Bon, il me semble que ça relève quand même aussi de la tradition antique, l'otium cum litteris. Montaigne le thématise d'une certaine manière, avec ses inscriptions inaugurales, votives et commémoratives dans sa tour, lorsqu'il entre en écriture. Ces formules l'entourent, ainsi que les livres de la Boétie, du reste, enfin une partie des livres de la Boétie. Et au fond, on se situe dans une tradition qui, effectivement, est à l'intersection, finalement, d'une tradition antique de la paideia, de l'otium cum litteris, et puis, effectivement, qui peut relever aussi, sur certains points, de quelque chose d'un peu monastique, enfin, en arrière-plan, en effet. Bon, il y aurait quelque chose comme ça. Moi, ce que je voulais vous demander, simplement, c'est comment vous caractériseriez le moment, finalement, du livre 18e, autour des inscriptions par rapport à ce qu'il y a eu avant, parce que ça existait déjà dans l'humanisme. Oui. Alors, ce qui existe auparavant, ce sont ce qu'on appelle des élogia, qui sont pratiqués effectivement, alors peut-être moins en France qu'en Italie, et par des jésuites. Et donc, de ce modèle-là, il ne reste quasiment plus rien au XVIIIe siècle, sinon peut-être le livre de Sylvain Maréchal, qui manifestement s'inspire effectivement de ce modèle. Et puis alors, autre forme de relation entre le livre et l'inscription, ce sont ces espèces de monuments épigraphiques, alors là, dont la tradition se prolonge probablement entre XVIIe et XVIIIe siècle, qui sont les livres de commémoration, les livres de fêtes, les livres de médailles, les médailles du règne de Louis XIV. Donc toute cette série d'ouvrages, effectivement, sont probablement communs au XVIIe et au XVIIIe siècle. Là, il y a une tradition qui se poursuit. Mais au XVIIIe siècle, il me semble, par exemple, avec un écrivain comme Bernardin de Saint-Pierre, qui a un sens très aigu de la présentation typographique de ses livres, qui a fait lui-même, qui a supervisé lui-même la publication de Paul et Virginie, justement chez Didot, et qui inscrit dans son texte toute une série de sentences qu'il s'efforce de faire figurer en lettres majuscules, une sorte de conscience ou d'imaginaire épigraphique qui finalement anime un certain nombre d'écrivains, Mercier, Rétif, Bernardin de Saint-Pierre. Voilà. Que vous associez donc au fond à l'art de la typographie. Oui. Pour Bernardin et pour Rétif, c'est, je pense, très net. Rétif était lui-même imprimeur. Et donc, je pense que plus encore que Mercier, mais qui, lui, est sensible à toutes les marques, effectivement, dont la ville est parsemée au XVIIIe siècle. Et quand vous évoquiez les affiches, les réclames, les enseignes, etc., les supports donc, de l'inscription qui changent, effectivement, j'ai pensé tout de suite, bien entendu, au tableau de Paris, qui est très riche d'informations de ce point de vue-là. Et Rétif se plaît à rapporter toutes sortes d'inscriptions, effectivement, incompréhensibles, mais auxquelles on peut donner une signification parfois ordurière, comme MACL, par exemple, qui veut dire Maison assurée contre l'incendie, et qu'au moment de la Révolution, on s'amuse à traduire en Marie-Antoinette, Cocufi, Louis, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, des inscriptions un peu subversives comme ça. Sophie. Oui, merci pour votre exposé qui m'a passionnée. Alors, on vous a posé des questions en amont avec la Renaissance. Alors, moi, c'est en aval, puisque vous avez parlé de périodisation, avec le 19e siècle. En vous écoutant, je pensais à une recherche qui m'avait beaucoup intéressée de Stéphanie Dor-Croulet à propos des inscriptions chez Flaubert. Elle avait publié dans la RHLF un article que j'avais trouvé passionnant qui s'appelait Axiologie des inscriptions chez Flaubert, voyageur en Orient, puisqu'il est accompagné de Maxime Ducamp, dont la mission est de photographier les inscriptions. Donc, elle étudie évidemment la relation entre photographie et inscription. Mais ce que je voulais vous demander plus précisément, c'était la relation d'abord entre inscription et graffiti, parce que Flaubert est passionné
par les graffitis et au fond comment définir aussi les inscriptions de rétifs par rapport aux graffitis. Comment peut-on séparer le graffiti de l'inscription, où commence le graffiti, où finit l'inscription. Et alors, deuxièmement, ce qui est absolument extraordinaire chez Flaubert, et est-ce que vous avez relevé des exemples antérieurs de ce procédé, c'est que l'inscription sort du mur, sort de la pierre et vient s'inscrire dans son imaginaire, dans le texte. Je songe par exemple quand il est à l'épisode fameux de Couchoucanem avec la courtisane au Caire, il remarque que les tatouages sur le corps de Couchoucanem lui font penser à des inscriptions. Et puis là, c'est du Flaubert pur. Il écrase c'est rempli de punaises chez Couchoucanem, donc il écrase les punaises sur le mur qui finissent par former des arabesques sanglantes qu'il compare lui aussi à des inscriptions. Ouais. Et là, donc, on a un exemple quand même très très particulier d'inscription. Mais c'était surtout Oui, sur oui. les graffitis que je voulais. Alors, vous interroger. à propos des graffitis, oui, vous voyez, la distinction est quand même assez difficile à faire parfois quand on voit justement Vivant Denon, enfin, qui est à l'origine du Louvre et qui finalement prend effectivement un ciseau, un marteau et grave son nom à Tivoli. Bon, même chose effectivement pour Potocki. Alors, je pense tout de même, malgré effectivement ce que j'ai dit, qu'il y a une différence. Hein, mais, bon, le mot graffiti n'existe pas encore. Hein, il va apparaître, je crois, dans les années 1820, à la fin des années 1820. Bon, mais enfin, peu importe, on peut avoir le sens du graffiti sans que le mot existe. Diderot parle des inscriptions infâmes dont on barbouille les statues du Louvre, je crois. Bon. Mais ça rejoint... Récent sur les graffitis à Rome. Hein. Oui, de Charlotte. Oui. Qui m'était passé sous les yeux. Oui, Là aussi, oui, c'était oui. un livre tout à fait passionnant Oui, sur l'histoire. Oui, au moment du sac de Rome, en particulier. Hein, il porte, effectivement. Et donc, on peut avoir, bien entendu, les graffitis existent. Alors, ce qui distingue peut-être le graffiti de l'inscription, c'est possiblement une question de typographie aussi. Hein, je pense à une gravure qui était exposée à l'occasion d'une exposition à la BNF sur la Bastille et qui date donc vraiment des dernières années de l'Ancien Régime et où est représentée une statue du roi avec une inscription en lettres majuscules, etc. Et puis toute une série de mentions contestataires qui, elles, recourent à l'écriture cursive. Donc de ce point de vue-là, il y a probablement une possible distinction entre inscription et graffiti. Bon, la question du support probablement pourrait être posée aussi, hein, bien sûr. Bon, entre le marbre et puis, bon, ça peut aller jusqu'au sable. Hein. Mais dans ce cas-là, si l'inscription s'efface, finalement, le geste destructeur n'a plus de sens non plus. Et pour ce qui est de Flaubert, alors effectivement, vous évoquiez cet article. Moi, j'avais connaissance aussi d'un autre article de Sargamoussa sur donc les Flaubert qui se moquent hein, aussi de la manie justement prise par les voyageurs d'écrire leur nom un peu partout. Mais effectivement, je vous remercie pour cet exemple que je n'avais pas relevé, que je ne connaissais pas, hein, et qui effectivement, enfin, me semble constituer une source de réflexion tout à fait passionnante et auquel je ne vois pas particulièrement de précédent. Enfin, mais il y en a probablement, peut-être. Une sorte de retour de l'inscription dans la littérature à travers ce cheminement, enfin, le retour de l'inscription dans le livre. Ah, elle fait retour, oui, c'est Oui. ça. Oui. Elle est récupérée finalement par le livre. Mais elle l'est d'une façon incomplète, me semble-t-il, parce que l'idée selon laquelle, effectivement, le livre constituerait la meilleure des mémoires n'est pas complètement garantie. Bon, la question se pose finalement plus tout à fait de la même façon, comme le montre bien cet exemple de Sylvain Maréchal. C'est peut-être mieux pour conserver la mémoire de recourir à des plaques gravées qu'à des livres dans lesquels on va se perdre.
Et chez Chateaubriand aussi, probablement, il y a cette conscience aussi de l'inscription qui est une autre forme d'écriture et qui peut finalement trouver sa place concurremment avec le livre, enfin, domaine que j'ai assez peu exploré, mais il est aussi l'un de ces écrivains à forte inspiration épigraphique. Ah, d'accord. Ils sont nombreux. Et il existe par ailleurs toutes sortes de recueils poétiques qui sont il y a même dans les petites encyclopédies poétiques du XVIIIe siècle des sections inscriptions où on va faire figurer notamment des épitaphes. Il y a les fameux vers gravés sur un oranger de Parny aussi, bien sûr. Mais ça, c'est une tradition qui appartient davantage à la littérature pastorale. Enfin, vous voyez que je suis amenée à brasser beaucoup de choses et que donc il aurait fallu écrire beaucoup de livres et de façon plus précise. J'avais encore une question sur le rapport que vous avez évoqué en passant avec le livre d'emblèmes. Oui. Oui. Bon, est-ce qu'il y a un corpus commun? Est-ce que c'est Oui. plus précis que juste un rapprochement? Non, je crois que c'est très important. Simplement, il y a eu un ouvrage de Jean-Marc Chatelain sur les livres d'emblèmes et il constate que l'un des derniers livres d'emblèmes, vraiment, que la production de livres d'emblèmes chute considérablement au XVIIIe siècle. Et l'un des derniers titres qu'il relève est un titre hollandais, je crois, qui doit dater de, je sais pas, 1740. Et on trouve après des emblèmes. Alors, les emblèmes, enfin, reposent, bon, je le dis d'une façon extrêmement brutale, mais enfin sur justement une énigme. Voilà, il faut trouver le sens. Enfin, ça implique l'ingéniosité du lecteur qui risque, et sa culture aussi. Et alors, ce qu'on voit aussi exister, donc dans ces mêmes années, c'est une espèce de forme dégradée du livre d'emblèmes à travers des ouvrages pédagogiques ou un peu moraux. Ou alors mais c'est mis à, comment dire, à contribution d'un sens littéral presque trivial. Hein, par exemple, j'avais un exemple dans mon livre, je me le rappelle difficilement, mais où on va figurer des montagnes de sucreries, par exemple, hein, auxquelles on va pouvoir accéder après avoir finalement fait l'expérience de nourriture moins plaisante, plus amère, etc. Hein, donc finalement, l'esprit de l'emblème, enfin, est reversé au profit d'un savoir moral un peu élémentaire et très, très trivial. J'aurais encore une question, ce sera la dernière, s'il faut qu'on arrête, sur le rapport entre l'inscription et le rébus. Le logogriphe. Oui, et le logogriphe. Ouais. Dans cette période. Oui. Ben, c'est très à la mode, le logogriphe. Dans le Mercure de France, chaque parution du Mercure de France comporte une entrée énigme et logogriphe. Mais en même temps, ça passe pour un jeu dont on peut estimer effectivement qu'il a intellectuellement une valeur médiocre. Donc oui, ça a un statut de divertissement, je pense. J'avais regardé un petit peu, mais là, je regarderai, oui, parce que c'est effectivement... Ouais. Question à propos du sujet que vous ouvrez, les rapports avec les monuments funéraires. J'aimerais m'intéresser au rapport avec le monument funéraire. Oui. Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Et d'autant plus que, justement, à la fin du XVIIIe siècle, enfin, dès les années 1760, il y a le cimetière des Innocents qui commence à s'écrouler, ça sent très mauvais dans Paris, et donc on décide l'aménagement de cimetières à l'extérieur des villes qui vont prendre modèle aussi sur le jardin paysager, et pour lesquels donc on prévoit la rédaction effectivement de belles inscriptions qui par ailleurs sont également, enfin, c'est la mort en Arcadie, c'est-à-dire que il y a tout au long du siècle aussi, et notamment de la part de Diderot, des commentaires de Let in Arcadia Ego de Poussin, des bergers d'Arcadie,
et où il s'agit effectivement de recréer un petit peu cette atmosphère, voilà, d'une épitaphe simple, belle et touchante, qui ferait pièce aux épitaphes mensongères qu'on voit dans les églises et qui exaltent les vertus imaginaires des plus grands personnages. Et voilà, infini et passionnant. Je crois que nous allons faire une petite pause, une courte pause de 10 minutes, et les intervenants sont invités à se retirer par la porte des coulisses qui est là, à l'arrière.